Merci d'avoir respecté les horaires. Donc, quelques réactions, questions? Une question là-bas. Peut-être vous pouvez nous dire quelques mots de plus sur le processus de participation que vous avez mis en œuvre avec un regroupement de tous les acteurs. Est-ce que la discussion a été pacifique? Est-ce qu'il y a eu des points controversés, des points difficiles? Comment ça s'est passé? Alors, on a eu un premier groupe de travail qui était donc composé, si on va dire, qui était restreint, composé d'un hydrogéologue, d'un acteur de la forêt privée, d'un acteur de la forêt publique. Donc là, c'était plus sur les aspects techniques. Et ensuite, on a élargi la concertation à un ensemble d'acteurs. Donc tout d'abord, les acteurs du comité de pilotage. Comme l'a dit tout à l'heure Philippe, il y avait notamment les syndicats des propriétaires forestiers, l'agence de l'eau, la DRAF, la DREL, donc les principaux acteurs institutionnels au niveau régional, l'agence de l'eau, les acteurs forestiers privés et l'ONF. Alors, vous nous interrogez sur les points conflictuels. Je pense que le point conflictuel qui est le plus, si on veut apparer entre guillemets, c'était par rapport à l'indemnisation des servitudes. Donc, parce que ce qu'on constate, c'est que, donc, comme je le disais tout à l'heure, les propriétaires forestiers privés ou publics ne sont que très rarement indemnisés, alors qu'en milieu agricole, c'est quelque chose qui est plus avancé. Donc c'est vrai que les points de discussion étaient plus sur ces aspects-là. Mais finalement, c'était de toute façon pas le fond de notre travail, mais c'était plus sur ces aspects-là financiers et également des rémunérations de services. Avant de parler de rémunération de services, ne serait-ce que l'aspect indemnisation, s'il y a un préjudice direct certain et matériel, cet aspect-là n'est pas encore mis en place. C'est Louis Amandier, ingénieur au CRPF PACA. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de préconisations forestières autour de captage un peu concrets, quoi? Oui, alors, plus concrètement, en fait, les principales activités forestières qui sont susceptibles d'impacter l'eau potable, ce sont les activités de création de dessertes. C'est quand même un des gros risques, notamment vis-à-vis de la turbidité, et cela en contexte karstique, qu'on est dans des petits bassins d'alimentation. Donc c'est surtout ce point-là qui a posé question. Et donc là, par exemple, ça va être dans les zones les plus sensibles du bassin d'alimentation, ne pas créer de desserte à cet endroit-là, et dans les zones les moins sensibles, prendre des précautions particulières pour limiter ce risque de turbidité. Et également pour essayer d'éviter de modifier la circulation de l'eau dans ce bassin. Donc l'aspect desserte était un point très important. Le deuxième aspect concerne l'exploitation des bois, où là on peut avoir un risque de pollution par hydrocarbures, risque de pollution par turbidité. C'est ces deux aspects-là qui ont été le plus développés. L'aspect de l'itinéraire sylvicole en forêt et par rapport à cela, secondaire en termes d'impact. Alors j'ai été complètement passionné par l'ergonomie des fiches préconisation. Donc je voudrais une question supplémentaire. Ces fiches ont-elles été testées auprès d'une gamme large de propriétaires forestiers? Et le taux de compréhension est de quel niveau? Je suis prêt à faire amende honorable si on compare agriculture et forêt. Donc je suis très curieux parce que... Alors oui, je précise, c'est vrai que ce n'est pas un guide destiné prioritairement aux propriétaires forestiers privés. C'est plutôt un guide destiné d'abord aux professionnels. Enfin, aux professionnels, c'est-à-dire par exemple à des techniciens de la forêt privée ou de la forêt publique. C'était une demande d'abord de la part des hydrogéologues et de l'Agence régionale de la santé d'avoir un vocabulaire commun en termes de préconisation pour pouvoir écrire des servitudes. Donc c'était plus quand même en priorité vis-à-vis de ces acteurs-là. Alors un propriétaire forestier qui a des bonnes connaissances techniques en termes de gestion de sa propriété pourra s'approprier ce guide, mais c'était pas... on fera ensuite des documents de vulgarisation plus destinés à l'ensemble des propriétaires forestiers. On a déjà écrit des articles en leur
destination, mais c'est pas l'objet de ce guide. Oui, clairement, notre cible, on s'est aperçu très vite qu'il fallait cibler d'abord les gestionnaires, mais au sens large, hein, y compris les propriétaires forestiers qui sont aussi des gestionnaires, plutôt propriétaires forestiers avertis. Mais c'était quand même technique. On voulait que ce soit un outil opérationnel, mais obligatoirement, il fallait injecter un peu de technique. Mais effectivement, on a prévu de faire des documents de sensibilisation plus simples et des journées de formation à l'attention à la fois des gestionnaires et des propriétaires. Notamment dans cette phase B, ça va faire partir des actions à mener sur le terrain. Et je suis carrément bluffé par le petit schéma qui semble totalement innocent. Il y a la pente, il y a la distance, il y a des couleurs. Ça renvoie à des pratiques à faire. Aller en Bretagne où la situation de l'eau est assez catastrophique, vous n'avez pas l'équivalent en zone agricole. Or, ce serait beaucoup plus indispensable là où il y a des vrais problèmes d'eau. L'objectif d'un guide sur les travaux que vous menez me paraît excellent. Et ma question est de savoir à quel niveau d'élaboration de ce guide vous en êtes, le temps, parce qu'on verra dans les conclusions de la journée, cette référence à un guide me paraît à retenir. Alors, la grève du début d'année a été très propice pour nous, puisque le guide, maintenant, il va sortir incessamment sous peu. On travaille avec l'imprimeur, donc on le prévoit pour début janvier, je pense. Il sera dans les chaumières forestières et des acteurs de l'eau début janvier. Donc ça, il y aura pas de souci. Et ensuite, surtout, ce qui nous importait, c'était également de faire valider cette fameuse phase B, où on veut mettre des processus soit volontaires, soit contractuels, soit voire réglementaires. Et on a fait valider en comité de pilotage où sont présents donc tous les acteurs qu'on a cités. Et ce qu'on a prévu dans cette phase B, on n'a pas eu le temps de le développer aujourd'hui, mais ça rejoint un peu ce qui se fait sur les moisses dont on a parlé ce matin. Ça a été validé par les acteurs de l'eau, notamment l'agence de l'eau, l'ARS et l'ADREAL. Donc pour nous, c'était important de valider non seulement le guide, mais les étapes de la phase B. Maintenant qu'on a validé ça, on est en train d'écrire un peu plus en détail la phase B et de retourner auprès de ces financeurs pour voir comment est-ce qu'on fait en pratique. Oui, ce guide qui existe, on pourrait se dire, on va le prendre pour argent comptant en région Provence-Côte d'Azur, mais je pense, je voudrais avoir votre confirmation, je pense qu'il faudrait sans doute le contextualiser, et puis je pense que finalement l'élaboration du guide avec les gens de l'eau, ça paraît quand même une phase fondamentale. Et donc, je pense que peut-être dans le cadre de, je lance une idée, dans le cadre de Sylvamed, avoir ce projet de faire un guide en région Provence-Côte d'Azur, ça peut peut-être être une orientation intéressante. Alors, tout à fait. En fait, la question, la réponse aussi est très bonne. C'est vrai que tout le travail de discussion qu'on a pu avoir a permis d'éviter d'éventuels conflits, comme la question qui était posée tout à l'heure. C'est clair. Il y a eu des discussions serrées à certains moments, mais on a réussi toujours à trouver des terrains d'entente, notamment par rapport aux pistes. On a fait un gros travail auprès de tous les acteurs forestiers sur le terrain, donc les coopératives forestières, les entrepreneurs de travaux forestiers, les papetiers, les sociétés d'exploitation des papetiers. On a fait le tour des chaumières pour essayer de faire l'inventaire de toutes les mesures pratico-pratiques qui existent pour éviter ces fameux phénomènes de turbidité. Et dans certaines préconisations, dans des cas un peu sensibles, on va même jusqu'à dire qu'en cas de création de pistes, on associera le conseiller forestier, on va dire, et l'hydrogéologue, pour arriver à quelque chose qui évite ces problèmes de turbidité. Moyennant quoi, ça a permis de dire, effectivement, il faut faire des pistes à certains moments pour gérer la forêt, c'est clair. On ne peut pas tout interdire. Mais à ce moment-là, c'est à nous de le faire avec les meilleures techniques possibles connues à ce jour. Très bien. Bon, merci beaucoup. Et donc, on pourra reparler du guide.